Le mariage à Santorin était censé être le grand triomphe de Destiny. 50 appels manqués en une seule nuit. J'ai supposé que mes parents appelaient pour se vanter de sa bague. Lorsque j'ai finalement répondu, j'ai constaté que la célébration s'était autodétruite d'une manière que mon cerveau logique ne pouvait pas traiter. Mais avant le chaos, il n'y avait que le bourdonnement constant de mon réfrigérateur à Boston. La lumière bleue de l'écran de mon téléphone était la seule chose qui traversait l'obscurité de mon salon. Juste moi, le silence et un mur numérique de désastre imminent. Bienvenue sur la chaîne Turning Table Stories. Je savoure actuellement une tasse de café tranquille en admirant la vue extérieure. Mais ce calme contraste fortement avec le chaos numérique auquel Gabriel était sur le point de faire face. Avant de continuer, dites-moi d'où vous écoutez et quelle est votre boisson préférée en ce moment. J'adorerais avoir de vos nouvelles alors que nous retournons dans ce salon sombre de Boston. Mon téléphone vibra de nouveau contre la surface en acajou de ma table basse. La lumière était d'un bleu agressif, clinique, dans l'obscurité totale de mon appartement de Boston. Il était 23h51. Une demande Venmo de ma mère, Emily, apparut, $4500. La note jointe était un chef-d'œuvre de désespoir et de mauvais jeu d'actrice. Gabi, ma chérie, le complexe Aoya est impossible. Leur machine à cartes est en panne et ils ont besoin du dernier acompte pour le dîner de répétition maintenant. S'il te plaît, envoie-le par Venmo juste pour 1 heure. Ton père te remboursera dès qu'il aura déplacé l'argent de son épargne. J'ai fixé l'écran. En tant que cadre supérieur chargé de la conformité, toute ma vie professionnelle est basée sur la détection des schémas de fraude. Ce n'était pas une urgence familiale. C'était une transaction récurrente. L'excuse de la machine à cartes cassée était un classique familial. C'était le même mensonge recyclé qu'ils avaient utilisé l'année dernière lorsque mon frère Tyler a eu des problèmes juridiques et avait besoin d'une caution immédiate. C'était le même scénario qu'ils avaient suivi lorsque Destiny a décidé qu'elle ne pouvait pas vivre sans un sac à main de créateur qui coûtait plus cher que son loyer. Je connaissais les chiffres. Je savais que mes parents avaient refinancé leur maison pour la 2e fois juste pour se permettre les vols vers la Grèce. Je savais qu'ils vivaient dans un château de cartes et qu'ils s'attendaient à ce que je sois le ciment. Pendant des années, j'avais été le bienfaiteur invisible de leur mode de vie, finançant un luxe que je n'avais jamais été invité à partager. Chaque fois qu'ils tombaient, j'étais le filet. Chaque fois qu'ils dépensaient trop, j'étais le renflouement. J'avais passé mes 20 ans à être la fille fiable, ce qui était en fait une manière polie de dire que j'étais leur prêteuse sans intérêt. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti ce poids lourd et familier de la culpabilité pressant contre mes côtes. J'ai ressenti autre chose. J'ai ressenti cette sorte de clarté froide et nette qui vient habituellement quand on réalise qu'un partenariat commercial est devenu un fardeau. Dans le monde de la finance, chaque compte a une limite stricte. J'ai réalisé que ma patience pour ma famille n'était pas différente. Le solde s'amenuisait jusqu'à 0 à chaque texte frénétique. Je n'ai pas appelé pour entendre les sanglots simulés de ma mère. Je n'ai pas envoyé de message pour demander pourquoi un complexe hôtelier 5 étoiles ne pouvait pas gérer une simple transaction. Je n'en avais pas besoin. Je savais que leur crédit était un cimetière de limites dépassées. J'ai tapé un seul mot dans la boîte de messages, non. Pas d'explication, pas d'excuse. J'ai refusé la demande Venmo. Puis j'ai glissé dans mes paramètres et activé le mode ne pas déranger. J'ai branché mon téléphone sur le chargeur et j'ai regardé l'écran s'éteindre. Je me suis dirigé vers ma fenêtre et j'ai regardé l'horizon de Boston. Ce n'était pas une panne. C'était un bilan. J'avais fini de financer le cirque. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis replongé dans mes feuilles de calcul. Les chiffres devant moi étaient honnêtes. Ils étaient stables. Ils étaient exactement là où ils devaient être. À l'intérieur, mon ordinateur portable brillait d'un autre genre de lever de soleil. Le genre fait de faits, de chiffres et d'une rétribution tranquille. Je me suis assise dans la douce lueur de ma lampe de bureau, le silence de mon appartement de Boston, me sentant comme un dividende durement gagné. Pendant 5 ans, je n'avais pas seulement été une fille. J'avais été le principal assureur d'une entreprise en faillite connue sous le nom d'Ego de mes parents. J'ai fermé les yeux et j'ai presque pu voir la trace écrite de ma propre exploitation. Je me suis souvenu de l'appel frénétique de mon père, Bradley, il y a 3 ans.
Il avait besoin de 6 000 $ pour une chirurgie d'urgence qu'il n'avait pas prévue parce qu'il avait dépensé son fonds d'urgence réel pour un nouveau camion qu'il ne pouvait pas se permettre. Puis il y a eu ma mère, Émilie, et les 12 000 $ de dette de carte de crédit que j'ai remboursée après qu'elle se soit lancée dans une frénésie d'achat juste pour maintenir les apparences avec les femmes de son country club. Ils ne m'ont jamais demandé si j'allais bien. Ils m'ont seulement informé du solde. Pendant que je sautais les vacances et travaillais 60 heures par semaine pour bâtir ma carrière d'agent de conformité, Destiny était occupée à fabriquer une vie pour Internet. J'avais payé pour son soi-disant stage de mode à Milan il y a 2 étés, que j'ai découvert plus tard n'être qu'un voyage de shopping de 20 jours. Elle a dépensé 5 000 $ de mon argent en tenue juste pour prendre des photos devant des cathédrales pour 10 000 abonnés qui ne connaissaient même pas son deuxième prénom. Ma famille considérait mon compte bancaire comme un actif commun et mes limites personnelles comme une déclaration de guerre. C'est ce que je reconnais maintenant comme le piège de la cruauté normalisée. Dans une dynamique familiale toxique, l'enfant responsable est finalement dépouillé de son humanité et réduit à une utilité. Il ne voyait pas ma discipline ni mes nuits tardives au bureau. Il ne voyait qu'une ligne de crédit illimitée avec un pot. Ils avaient passé des décennies à normaliser l'idée que ma seule valeur était ce que je pouvais fournir. Pour eux, mon succès n'était pas une source de fierté. C'était quelque chose à récolter. C'est une forme spécialisée de manipulation où votre compétence est utilisée comme justification de leur abus. Ils m'appelaient la forte, mais c'était juste un code pour celle qui pouvait être saignée à blanc sans se plaindre. J'ai regardé mes mains et j'ai pensé aux innombrables heures supplémentaires et à la vie sociale que j'avais sacrifiée pour qu'ils ne perdent rien. J'avais porté le poids de la vie de 4 personnes sur mes épaules, et ils n'avaient même pas pris la peine de me demander si mon dos me faisait mal. Ils avaient romancé leur parasitisme comme une loyauté familiale, mais le bilan racontait une autre histoire. Il racontait l'histoire d'une personne construisant un avenir tandis que 4 autres essayaient de le brûler juste pour rester au chaud. J'ai regardé l'écran sombre de mon téléphone et j'ai réalisé que mon rôle dans cette famille n'avait pas été construit sur l'amour. J'ai décidé de cesser de m'engager avec la diffusion constante de leurs exigences. J'en avais assez d'être le public de leur tragédie fabriquée. Ma compassion était un luxe qu'ils avaient découvert pendant des années, et ce soir, je fermais définitivement le compte. Les calculs étaient enfin simples. Je me devais plus que je ne leur devrais jamais. Je me suis réveillé avec une crise cardiaque. Non pas une crise médicale, mais le genre de décharge d'adrénaline qui ne frappe que lorsque votre téléphone hurle dans le silence de la nuit. Il était 3h17 du matin. Les notifications s'empilaient sur mon écran de verrouillage comme un mur de briques, 50 appels manqués, 12 messages vocaux, 84 messages textes. La détresse était terrifiante. Maman avait appelé 20 fois, papa 15, Tyler 10. Même Destiny m'avait appelé 5 fois. Mes mains étaient fermes, mais mon pouls battait la chamade dans mes tympans alors que je déverrouillais l'écran. Le silence de mon appartement de Boston devint soudain lourd, comme l'air avant un coup de foudre. J'appuyai sur rappeler ou pour mon père, Bradley. Il répondit dès la première sonnerie. Il n'avait pas l'air de l'homme qui m'avait fait la morale sur les obligations familiales une semaine auparavant. Sa voix était un octave trop haut, éraillée et essoufflée. En arrière-plan, j'entendis des cris en grec, le grésillement d'une radio de police, et le son indubitable de ma mère sanglotant, un hurlement guttural profond qui me fit frissonner. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un est blessé ?» ai-je demandé, ma voix clinique. « C'est un désastre », a-t-il étouffé. Tout est parti. Julian, ce salaud, est parti. Mon esprit commença automatiquement à catégoriser l'information. Qu'est-ce que tu veux dire par il est parti ? Il est parti, Gabriel. Il a pris les cadeaux en espèces. Il a pris les bijoux. Il a pris la voiture de location. Ce n'était pas un milliardaire de la technologie. C'était un escroc professionnel d'Athènes avec un casier judiciaire plus long que ton bras. Il a laissé Destiny à l'hôtel. Je me suis redressé et j'ai frotté mes tempes, essayant de digérer l'ampleur de la stupidité. D'accord, ai-je dit. Non, balbutia papa, la panique se transformant en quelque chose de plus aigu, de plus agressif. Ils ne sont pas là pour lui. Ils sont là pour nous, Tyler et ta mère. Ils n'ont pas bien pris la nouvelle. Il y a eu des dégâts, Gabriel. Des dégâts importants. Il murmura la suite comme si les murs du poste de police pouvaient l'entendre. La villa Aoya. Ils ont commencé à jeter des choses chères.
Une statue du 19e siècle. Des tableaux originaux. Les propriétaires ont appelé les autorités. Ils ont arrêté Tyler. Ils ont Destiny dans une salle de détention. Ils ont pris nos passeports. Ils ne nous laisseront pas quitter l'île. Le piège était en train de se refermer. Je l'entendais à la façon dont il pressait ses mots. Tu as besoin d'un avocat, papa. Appelle l'ambassade. Nous n'avons pas le temps pour l'ambassade, a-t-il claqué. La culpabilité qu'il essayait d'instaurer était un logiciel que j'avais déjà désinstallé. Je l'ai écouté crier mon nom au téléphone, et tout ce que j'ai vu, c'est un mauvais investissement demandant une nouvelle injection de capital. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. J'avais besoin de mes mains pour quelque chose de plus fiable que la parole de mon père. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran reflétant une lumière froide et clinique sur mon visage. Mes doigts ont volé sur les touches alors que je me connectais à mon portail bancaire principal. Gabriel, es-tu là? Le fais-tu? La voix de mon père était un petit cri désespéré sur le bureau. Je vérifie quelque chose, ai-je murmuré. Je ne vérifiais pas mon solde. Je vérifiais mon exposition. Je me suis connecté à mon service de surveillance de crédit. Je ne l'avais pas regardé depuis un mois parce que mes finances étaient généralement en pilote automatique. Le tableau de bord s'est chargé, et une bannière rouge vif a clignoté en haut de l'écran comme une lumière de sirène, alerte. Nouveau compte ouvert il y a 14 jours. Banca Nazionale del Lavoro. Type, ligne de crédit personnel international. Solde, 42 000 €. La demande provenait d'une adresse IP à Boston, de l'ordinateur de bureau du bureau de mes parents, quelques heures seulement avant qu'ils ne montent à bord de leur vol pour Athènes. Ils s'étaient assis dans leur salon à comploter cela pendant que j'étais au travail. Puis j'ai vu un autre drapeau rouge, un chèque de contrat de location pour le domaine d'Oia. J'ai ouvert la pièce jointe PDF. J'ai senti le sang quitter mon visage, me laissant froide et étourdie. Le nom sur le bail de cette villa du XVIIe siècle n'était pas Emily ou Bradley. C'était Gabriel J. Harper. Ma signature était griffonnée en bas. Info grossier. Les boucles du G étaient un peu trop larges. L'inclinaison était mauvaise, mais c'était suffisamment proche pour passer une inspection occasionnelle par un gestionnaire immobilier grec qui voulait juste un salaire. Papa, ai-je dit, ma voix aussi plate qu'un moniteur cardiaque éteint. Qui est le locataire enregistré de cette villa? Quelle importance? Nous avons besoin de l'argent. Qui a signé le bail, papa? Il y eut une respiration lourde et haletante sur la ligne. Puis la voix de ma mère intervint, stridente et frénétique. Elle devait avoir attrapé le téléphone. Nous n'avons pas eu le choix, Gabriel. Votre code de crédit est parfaite. Vous ne l'utilisez jamais. Nous allions la rembourser avec les cadeaux de mariage. Julien a dit que sa famille couvrirait les frais de la salle à la fin. Vous avez volé mon identité, dis-je. Les mots avaient un goût de cendre. Vous n'avez pas seulement dépensé mon argent. Vous avez détourné mon avenir. Vous avez loué un site historique en mon nom et vous l'avez saccagé. Nous l'avons fait pour la famille, a crié maman. N'osez pas me donner de leçons de morale. Si vous ne payez pas ça, c'est vous qui êtes responsable. Le contrat est à votre nom. Si cela va en justice, nous témoignerons que vous avez tout autorisé pour éviter les impôts. Pensez à votre carrière, Gabriel. Pensez à votre licence. Un faux rapport d'éthique à la FINRA ou à la SEC, et votre précieuse carrière de compliance est morte. Nous leur dirons que vous avez blanchi les fonds du mariage par notre intermédiaire pour échapper aux impôts fédéraux. Ils vous retireront vos accréditations avant même que vous ne puissiez vous expliquer. J'ai frotté mes yeux, essayant de retrouver les anciens sentiments programmés de panique ou de honte, mais il n'y avait que la clarté. Ils n'étaient plus mes parents. Ils étaient une dette prédatrice tentant une OPA hostile sur ma vie. Ils pariaient sur ma peur du scandale, supposant que je paierais n'importe quoi pour protéger ma réputation professionnelle. Ils pensaient que mon intégrité était une faiblesse qu'ils pouvaient exploiter une dernière fois. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait. Ils étaient seulement choqués que j'ai cessé de jouer le jeu. Ma mère continuait de tempêter sur le devoir d'une fille, mais ces mots n'avaient plus aucune valeur. J'ai regardé le faux de ma signature sur l'écran numérique, le G. Harper maladroit qui était censé être mon arrêt de mort. Pendant 30 ans,
j'avais été l'investisseur silencieux dans leur version de la famille. J'avais été celle qui réparait les machines à cartes cassées et payait les cautions. Mais l'abonnement était devenu trop cher. Et ce soir, je cliquais enfin sur le bouton de désabonnement. Je restais assise dans l'obscurité, la lumière bleue de l'écran de mon ordinateur portable illuminant la falsification de mon propre nom sur le bail du domaine d'Oya. La voix de mon père continuait de me supplier à l'oreille, une boucle frénétique et incohérente de sang et de famille. Je ne sentais pas l'ancienne programmation se déclencher. Je ne ressentais pas l'envie de réparer le désordre qu'ils avaient créé. Je me sentais comme une auditrice qui venait de trouver la dernière preuve accablante dans une affaire de fraude de 10 ans. Passez l'officier au téléphone, dis-je. Ma voix était dépouillée de toute émotion, clinique et froide. Quoi? Gabriel, non. Tu ne comprends pas, balbutia Bradley, son désespoir atteignant son paroxysme. Si tu leur parles, c'est officiel. Il suffit de virer les 55 000 €. Nous pouvons résoudre ça en famille. Passez-le-moi maintenant, Bradley, ou je raccroche et bloque ce numéro pour toujours, ai-je répondu, mon ton ne laissant aucune place à la négociation. Vous serez seul dans une cellule de détention grecque d'ici le matin. Il y eut une bousculade, le bruit du téléphone arraché, puis une voix grave et lasse se fit entendre. Bonsoir. Ici l'inspecteur Georgiou. Inspecteur Georgiou, ai-je dit. J'enregistrai l'appel sur mon ordinateur portable pour garantir une trace écrite parfaite. Je m'appelle Gabriel Harper. Je suis cadre supérieur chargé de la conformité, actuellement situé à Boston, Massachusetts, États-Unis. J'appelle pour signaler un crime. Gabriel. J'entendis ma mère hurler au loin, un son de terreur pure. Je l'ai ignoré. J'étais concentré sur le silence professionnel de l'inspecteur. Les personnes actuellement sous votre garde ont commis un vol d'identité internationale et une fraude financière. Je n'ai pas signé le bail de la villa à Oya. Je n'ai pas autorisé la ligne de crédit de 42 000 €. J'ai été aux États-Unis ces 6 derniers mois. Mes tampons de passeport et mon employeur peuvent vérifier ma localisation immédiatement. Le ton de l'inspecteur passa instantanément de l'énervement à la vigilance professionnelle. Bien compris, mademoiselle Harper. Nous avons les documents ici. Vous affirmez qu'il s'agit de faux. Oui, je signale officiellement ces transactions comme des activités criminelles. Je contacte également le consulat des États-Unis et le service antifraude de ma banque en ce moment même. Procédez aux accusations de vandalisme. Ils sont responsables de la restauration et des amendes, pas moi. L'arrière-plan de l'appel a explosé. J'ai entendu le clic métallique des menottes. J'ai entendu Destiny hurler, un son de pure victimisation imméritée qui ne me touchait plus. J'ai entendu ma mère crier mon nom, sa voix brisée par une terreur qu'elle avait gagnée au fil des années d'exploitation. Gabriel, s'il te plaît. Bradley sanglotait maintenant, sa voix venant d'un endroit plus éloigné. Il nous emmène. Tu détruis ta propre famille. Je n'ai pas de famille, ai-je dit au récepteur, portant le coup de grâce. J'ai une affaire de fraude, et je clôture enfin le dossier. Adieu, Bradley. J'ai raccroché. Le silence qui a suivi dans mon appartement était absolu. C'était le silence le plus cher que j'ai jamais acheté, me coûtant une famille que je n'ai jamais vraiment eue. Mais pour la première fois en 30 ans, je pouvais enfin respirer. Les conséquences légales furent rapides et définitives. Les autorités grecques ne prennent pas à la légère la destruction de monuments historiques. Tyler a purgé 18 mois dans un établissement en dehors d'Athènes. Destiny a été expulsé. Ses comptes de médias sociaux ont été désactivés après que le mariage d'influenceuses de la décennie soit devenu une étude de cas mondiale sur la fraude et la vanité. Mes parents, Emily et Bradley, ont été contraints de vendre leur maison de banlieue pour couvrir les énormes frais de justice et les coûts de restitution pour la villa. Ils vivent maintenant dans un appartement exigu de 2 chambres de l'autre côté de la ville, confrontés enfin à la réalité d'un budget qu'ils avaient ignoré toute leur vie. Je n'ai pas tiré de plaisir de leur ruine. En fait, je n'ai pas regardé en arrière du tout. J'étais trop occupé à semer un autre genre de récolte. J'ai utilisé l'argent que j'avais protégé de leurs mains pour créer une organisation à but non lucratif dédiée à aider les victimes d'exploitation financière familiale. C'est ce que j'appelle la justice du créateur. Pendant que mes parents se concentraient sur la justice de la punition, obsédés par ce qu'ils avaient perdu, je me suis concentré sur la justice de la création.
Ma vengeance n'était pas leur pauvreté. Ma vengeance était ma propre paix et la capacité de garantir que personne d'autre n'aurait à se sentir otage de sa propre lignée. C'est l'hiver maintenant à Boston. Je me tiens à ma fenêtre, regardant la première neige abondante de l'année couvrir l'horizon d'une couverture blanche silencieuse. Je bois mon café noir, et pour la première fois de ma vie, il n'y a plus de bruit dans ma tête. Plus de demandes d'argent frénétiques. Plus de messages vocaux chargés de culpabilité. Plus d'appels frénétiques à 3 heures du matin. J'ai réalisé que les limites ne sont pas des actes de guerre. Ce sont des actes d'amour pour soi. Le sang devrait être un lien, pas une chaîne. À ceux d'entre vous qui avez toujours été les responsables, les invisibles ou le portefeuille de votre famille, j'écris ceci pour vous. Vous ne devez pas votre avenir à des personnes qui ne vous voient que comme une ressource à exploiter. Vous n'êtes pas un filet de sécurité pour des personnes qui refusent de cesser de sauter. S'éloigner n'est pas une trahison envers elles. C'est un engagement envers votre propre survie. J'en suis venu à réaliser que la chose la plus chère que j'ai jamais achetée était mon silence. Cela m'a coûté une famille que je n'ai jamais vraiment eue, mais cela m'a acheté un avenir qui est enfin et entièrement le mien. Ne laissez personne utiliser le mot famille ou pour voler votre lumière. Si vous soutenez le choix de vous choisir, veuillez partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.